Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue au Verbomoteur, ici votre animateur Simon Lessard, en compagnie de mes trois chroniqueurs cette semaine, Jean-Christophe Jasmin, bonjour. Salut. James Langlois, salut. Salut Simon. Et Benjamin Boivin. Salut. Bienvenue à vous trois. Cette semaine, nous discuterons ensemble du film Oppenheimer, qui est le grand gagnant de la 94e cérémonie des Oscars. Pourquoi ce film est-il si important? Nous reviendrons aussi sur les résultats du plus récent référendum en Irlande qui visait à changer la définition de la famille. Que signifie la victoire surprenante du non? Et aussi, nous parlerons du budget du Québec qui est très, très, très rouge. Le 8 mars dernier, le peuple irlandais a rejeté massivement par référendum une proposition de changer la définition de la famille dans leur constitution. Cette victoire inattendue du non est un revers majeur pour la classe politique qui avait pourtant unanimement appelé à voter oui. Benjamin Boivin, quelle était précisément la question sur laquelle les Irlandais devaient se prononcer? C'est un peu compliqué. En fait, les Irlandais ils devaient répondre à deux questions dans le contexte de deux référendums différents qui avaient lieu en même temps pour redéfinir deux articles séparés de la Constitution. L'un qui porte sur la définition de la famille et puis l'autre qui porte en fait sur le rôle de la femme dans les soins prodigués dans le contexte de la famille. Donc, c'est pas un hasard que ce soit le 8 mars. Non, évidemment. C'était l'objectif, c'est de faire une grande victoire progressiste le jour de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. D'ailleurs, le gouvernement qui est composé d'une coalition de différents partis habituellement opposés, était unanime derrière la proposition et même plusieurs partis d'opposition et secondait la position du gouvernement. Donc, le premier aspect, là, c'était la question plus spécifiquement liée à la famille. Ça visait à inscrire clairement dans la Constitution que la famille n'est pas uniquement définie par le mariage. En fait, le couple et les enfants peuvent être unis par d'autres types de liens durables. L'objectif, c'était d'inscrire ça directement dans la Constitution pour inclure des modèles familiaux... Une vision plus large de la famille. C'est ça. Inclure des modèles familiaux dits alternatifs. Cette proposition-là a été rejetée massivement par la population irlandaise par, je crois, environ 70% des voix. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, comme je disais, c'est relatif au rôle de la femme dans le foyer familial. Donc la Constitution irlandaise, il faut comprendre que c'est un texte qui est assez conservateur dans sa facture initiale. Longtemps dans l'histoire de l'Irlande, plusieurs pratiques sociales qui sont libéralisées en Occident, dans presque tous les pays, continuaient d'être interdites, notamment le divorce, l'avortement, plusieurs autres choses comme ça. Et dans la Constitution irlandaise, en fait, le rôle de la femme dans le contexte de la famille était assez clairement défini. Une vision du rôle de la femme assez traditionnelle. Donc, ce que ça disait essentiellement, et ce que ça continue de dire, c'est que la femme, dans le contexte du foyer familial, par les soins qu'elle prodigue pour ses enfants et son mari, elle contribue au bien commun d'une manière essentielle et que sans ça, en fait, la société ne pourrait pas concourir à son bien, pourrait pas atteindre son bien. Donc ça, c'est un aspect du truc. Et puis l'autre aspect, c'est que l'État s'engageait par cet aspect de la Constitution à défendre la femme contre l'esclavage du salariat, si l'on veut. Dans le fond, ce à quoi le gouvernement s'engage par la Constitution, c'est de s'assurer que les femmes ne soient pas obligées de travailler pour des raisons de nécessité économique. Ces deux clauses-là qui se suivent dans la Constitution, on proposait de les éliminer entièrement puis les remplacer par une nouvelle clause qui, elle, soulignait en fait le rôle important des personnes qui se retrouvent dans qui sont des gens qui prodiguent des soins, que ce soit dans le contexte de leur famille ou dans un contexte plus large. Donc, on pourrait parler de proches aidants, par exemple. Donc ça, cette proposition-là a également été rejetée par plus de 60% des voix. Donc c'est vraiment, moi, je pense, une nouvelle complètement étonnante, là. C'était deux propositions assez progressistes. Tout le monde pensait que ça allait passer facilement. De fait, des propositions qui, à mon avis, sont largement acceptées dans la plupart des pays occidentaux. En Irlande, tout le monde qui pensait que ça allait passer facilement, là, c'était comme une lettre à la poste. Comme je disais, en même temps, c'est assez complexe, là. Je t'ai demandé au début c'était quoi les questions. Ça a pris quelques minutes, puis je suis pas sûr encore de comprendre c'était quoi la question. Ça passerait pas la loi sur la clarté référendaire. Non, définitivement pas. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que la raison pour laquelle le référendum a échoué, c'est parce que les questions étaient en fait trop complexes, là. Puis il y a de fait des études en analyse
du comportement électoral qui démontre que lorsqu'un référendum arrive avec une question qui est trop complexe, les citoyens, ne sachant pas quelles sont les conséquences exactes de leur vote, ont tendance à voter non pour maintenir le statu quo. Puis il est probable que ça fasse partie de l'explication. Mais quand même, le discours politique et social autour de ce référendum-là, il datait pas de 2 semaines avant le jour du vote. C'était discuté depuis plusieurs années, en fait. Puis moi, je pense que c'est quand même parlant. Il semble que beaucoup de femmes et même d'handicapés se soient opposés à ce référendum-là et voté non, alors que ça se voulait, disons, féministe et inclusif comme proposition. Oui, là, dans ce cas-ci, je pense qu'il est particulièrement question de la deuxième question là, relative aux soins. Les Irlandais, pour simplifier un peu l'affaire, parlaient du projet de loi sur la famille puis du projet de loi sur les soins. C'était de remplacer la définition traditionnelle de la femme dans le rôle de la famille par une clause sur les gens qui prodiguent des soins, là, des proches aidants. Puis en fait, la logique derrière, la plupart des groupes qui s'opposaient au référendum, là, qui disaient qu'il fallait voter non, c'est pas tant la défense d'une position traditionnelle par rapport au rôle de la femme dans la famille, quoi qu'il y ait effectivement des groupes comme ça. C'est aussi une espèce de... C'est l'idée que, dans le fond, par sa nouvelle rédaction, la clause, elle déresponsabilisait un peu l'État, en fait, par rapport aux soins qui doivent être prodigués aux différentes personnes, qui mettait le fardeau des soins à prodiguer vraiment sur les organismes communautaires puis les proches aidants, d'une manière qui était déplorable à leur avis, et puis remplacer une clause qui, aux yeux de plusieurs, était conservatrice par une clause qui est plutôt libérale classique, là, qui repousse la responsabilité sur les individus, c'était jugé de manière négative. Est-ce que c'est une victoire ou un échec pour la démocratie? On peut dire que le peuple a obtenu ce qu'il voulait finalement, assez majoritairement. En même temps, on voit qu'il y a une grande division entre la classe politique qui était unanime à appeler à voter oui et le peuple qui était extrêmement majoritaire, lui, à voter non. Écoute, c'est certain que quand on se retrouve dans une situation où dans la société politique, les élites pensent une chose et puis la société plus générale, le peuple pense complètement autre chose, il y a quand même un problème important. Puis c'est particulièrement intense dans le cas de l'Irlande parce que, comme je le disais, actuellement, le gouvernement irlandais est formé d'une grande coalition, quelque chose d'inhabituel. C'est comme si le Parti conservateur et le Parti libéral formaient un gouvernement au Canada ensemble. Donc, si le gouvernement libéral-conservateur faisait une proposition, les deux sont d'accord, puis que la population rejette ça massivement, on voit qu'il y a quand même un problème de déconnexion entre le peuple et l'élite qui n'est pas nécessairement sain, parce que pour qu'une société fonctionne bien et qu'on court à son bien commun, il faut quand même une certaine intégration des différentes classes sociales. J'ai donné des raisons plus contingentes pour lesquelles le référendum a été rejeté, là, des raisons liées au comportement électoral, des raisons liées à de l'opposition communautaire. Je pense que fondamentalement, il y a aussi un sens commun qui est partagé dans une grande majorité de la population irlandaise qui demeure attachée au mariage puis à une vision plus traditionnelle de la famille. Et cet attachement-là, il devra être reconnu par les élites irlandaises pour que le gouvernement puisse se remettre de cette défaite électorale-là qui est extrêmement importante puis qui en fait, conclut une série de référendums qui ont eu lieu dans les dernières années en Irlande, qui, eux, ont pour la plupart réussi à faire des réformes progressistes. Benjamin Boivin, chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mardi dernier, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a présenté son 6e budget. Avec un déficit 4 fois plus élevé que prévu de 11 milliards de dollars, le budget 2024 est le plus déficitaire de l'histoire de la province. Jean-Christophe Jasmin, selon toi, quelle tendance lourde manifeste ce budget très déficitaire? On voit vraiment une difficulté à contenir la croissance des dépenses de l'État. On se souvient quand la CAQ a été élue, son premier mandat, c'était vraiment sous la promesse d'une responsabilité fiscale. On pensait que c'était le parti, l'ex-ADQ, un parti de droite qui allait réduire la taille de l'État. On voit que c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire. C'est compliqué. Est-ce que c'est même renversable? Est-ce que tu penses qu'un jour, on va revenir à l'équilibre budgétaire ou même faire ce que rêvait autrefois François Legault, diminuer la taille de l'État? C'est sûr qu'il y a une limite de croissance à tout organisme. Là. Donc, à un moment donné, l'État ne pourra pas être plus grand que l'ensemble de l'économie québécoise. Donc, à un certain moment donné, il va falloir que cette croissance de l'État cesse, mais on dirait que
puis le Québec n'est pas tout seul là-dedans, que la plupart des gouvernements occidentaux n'ont pas encore trouvé la recette pour réduire la taille de l'État. Puis on pense même là aux idoles de certains conservateurs économiques, Reagan, Thatcher, qui ont pas réussi entre le début et la fin de leur mandat à réellement réduire la taille de l'État. C'est sûr qu'aussi, à force d'investir des millions pour faire venir des équipes de hockey, on ne peut pas se surprendre que ça ne marche pas. Hein? Bon, je pense que c'est démagogique, James. C'est juste 5 millions pour le hockey par rapport à 11 milliards. Ouais, mais comme dirait mon grand-père, c'est 5 millions là, puis c'est 5 millions là. Quand on parle là, de l'État, il faut quand même avouer que c'est quand même l'État qui promeut des services sociaux, la santé, l'éducation, la culture et plusieurs autres. Tout le monde est pour, en général, des services. Tout le monde n'est par contre pas toujours pour plus de taxes et d'impôts. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un autre modèle possible que cette alternative, ou bien un gros État avec beaucoup de services ou un petit État avec pas de services? Oui, c'est certain que c'est des services qui sont coûteux. Puis quand on regarde même le budget actuel, c'est vraiment la santé et l'éducation là, qui sont plus que 50% des dépenses. Une fois que tu enlèves le service de la dette, tous les autres postes de dépenses, transport, culture, c'est des 4-5% de l'État. Donc, si on veut véritablement réduire la taille de l'État à quelque part, puis c'est intéressant de passer tout de suite après Benjamin, bien, il faut que l'État dépende un petit peu plus de la société civile et de ce qu'on appelle les corps intermédiaires. OK, c'est quoi ça, par exemple, des corps intermédiaires? Ben, dans le fond, l'idée, c'est qu'entre l'individu qui est comme le payeur de taxes et le receveur de services, ben, l'individu fait partie de différents corps, différentes institutions. Souvent, on pense à l'entreprise ou au marché. Ça, oui, le milieu de l'entreprise comment dire, l'État est conscient que ce corps intermédiaire-là existe, mais les associations communautaires, les associations civiques, la famille, les couples, je veux dire, les familles produisent des biens et des services qui sont jamais comptabilisés dans la compréhension de l'économie du Québec, mais qui ont un impact réel puis tangible. Les villes, les assemblées de quartier, est-ce que ça pourrait en faire partie aussi? Oui, exactement. Ben, la municipalité est considérée comme une échelle de gouvernement. Une échelle de gouvernement, c'est une troisième échelle de gouvernement. Mais oui, la vie de quartier, les associations de quartier, des associations de voisins, des fabriques, des paroisses. Les coopératives. Exactement. Toutes ces choses-là doivent, dans le fond, prendre en charge certaines fonctions, puis en même temps, il faut que l'État s'en désengage. Je pense que ton exemple sur, c'était un peu à la blague de faire venir des équipes de hockey, mais je veux dire, à une certaine époque, on aurait trouvé ça tout à fait farfelu que l'État québécois considère que ça fait partie de son champ de responsabilité de faire la promotion d'un sport qui est déjà pratiqué. On pense à la culture, les arts, je veux dire, avant la Révolution tranquille, ces domaines-là étaient laissés à eux-mêmes d'une certaine façon. On s'attendait à ce que ce soit des mécènes, que ce soit d'autres groupes. C'est pas parce que l'État n'était pas impliqué dans ces domaines-là que ces domaines-là n'existaient pas. Non, mais c'est qu'il faut voir qu'il y a d'autres manières de faire vie commune qu'à travers le prisme de l'État. On ne fait pas vie commune à individus face à l'État, puis ce qui nous unit, c'est d'avoir une relation avec l'État. Notre nature nous amène à nous intégrer dans des contextes beaucoup plus proches de notre personne, comme la famille, des corps, des associations d'intérêt, comme tu dis. Ce serait comme un... Oui, excuse-moi, Benjamin. Et aujourd'hui, on ne vit plus, en fait, de cette façon-là. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui cause... Qu'est-ce qui cause quoi? C'est un gros débat libéral-conservateur de dire est-ce que, par exemple, l'aide aux femmes monoparentales, ça c'est le débat qui a commencé là-dessus aux États-Unis, là, est-ce que l'aide aux femmes monoparentales, ça l'a accéléré la destruction de la famille américaine? Est-ce que en donnant de l'aide, finalement, t'accélères... Est-ce que quand l'État fournit un service, ben dans le fond, tu accélères le déclin de ces corps intermédiaires-là qui fournissent le service. Mais de l'autre côté, l'État ne peut pas juste dire on va laisser les gens crever de faim ou les gens se débrouiller eux-mêmes parce que tu te ramasses quand même avec des cas extrêmes où les gens ont besoin d'une aide, puis des fois, c'est juste l'État qui est capable de l'offrir. Est-ce qu'un État plus gros favorise
ou nuit à l'individualisme? Parce que souvent, on va dire « Ah, c'est bien beau, mais aux États-Unis, c'est le royaume de l'individualisme. L'État est plus petit, mais c'est chacun pour soi. » Je pense que c'est une excellente question. Je pense que ça dépend tout le temps du cadre que tu poses. Si tu regardes juste par rapport à cet angle-là entre l'individu et l'État, tu vas dire « OK, l'État, ça cause l'individualisme. » Quand tu as une vision un peu plus d'ensemble, tu peux voir que des États, par exemple, comme le Texas, qui serait considéré comme très à droite fiscalement, quand on compare avec le Québec par rapport à l'implication dans les milieux communautaires, par rapport aux dons que les gens font, c'est un État très à gauche. C'est juste que c'est pas par le biais de l'État que cette solidarité, que ce partage de ressources se vit. Comme les gens donnent moins d'argent à l'État, ben après, ils peuvent plus en donner au corps intermédiaire. Puis aussi l'absence de véritables services offert par l'État, ça te force. Tu as un intérêt particulier à dépenser pour ces corps intermédiaires-là. Le problème, c'est que cet argent-là n'est pas dépensé de manière uniforme. Et là, tu vas avoir beaucoup plus de variations entre les quartiers, entre les communautés. Puis là, tu tombes dans des cercles vicieux aussi. Bien là, une communauté qui a plus de crimes, qui a moins de revenus, a moins de l'argent pour ses écoles. Puis là, on s'en sort pas. Et c'est pour ça que peut-être le modèle alternatif, c'est un État jardinier. C'est un État qui... Ça m'intéresse. C'est quoi ça? La Suède. Ouais, ben c'est un État qui considère que oui, il doit intervenir dans des situations nécessaires, mais il devrait toujours préférer favoriser une solution qui vient des corps intermédiaires qui sont les plus proches du problème. C'est un État qui plante, qui enlève des mauvaises herbes, qui sarque, mais qui laisse les choses pousser d'elles-mêmes. Qui dit que dans tel secteur, dans tel quartier, dans tel domaine, ben là, les choses sont en train de s'emballer. Il faut intervenir, mais il faut intervenir dans le but de rendre l'autonomie à ce secteur-là. Le problème, là, on rentre dans une autre grande thèse de théorie politique. Là, je regarde Benjamin, mais c'est comme c'est la croissance de la classe managériale. C'est que l'État, c'est pas juste une abstraction, c'est un ensemble de travailleurs, de fonctionnaires qui ont aussi un intérêt, finalement, à avoir des programmes, des emplois. Puis il y a comme un intérêt au sein de l'État de grandir, de faire grandir l'État. On imagine mal un fonctionnaire pondre un document qui recommande de couper son propre poste. Exactement. Jean-Christophe Jasmin, membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le film Oppenheimer du réalisateur Christopher Nolan a remporté le 10 mars dernier à Hollywood 7 Oscars, dont celui du meilleur film. James Langlois, au-delà de la qualité, disons, cinématographique du film, là, tout le monde s'accorde pour dire que c'était extrêmement bien réalisé, bien joué. Moi, je trouve qu'il en a gagné un peu trop. Un peu trop même? OK, bon. Mon opinion personnelle. Je ne suis pas spécialiste. Mais pourquoi, selon toi, ce film a remporté un tel succès à la fois populaire, succès des critiques? Oui, mais c'est vraiment un film qui nous amène à réfléchir à toutes sortes de problèmes très d'actualité. D'abord, à la fois éthique et politique, mais c'est clair, le but premier d'un film comme biographie de Oppenheimer, c'est une réflexion sur l'usage de l'arme atomique, de la création de l'arme atomique. Et c'est un peu plus d'actualité, d'abord, depuis que le conflit russo-ukrainien. Déjà, cette semaine, Vladimir Poutine a dit que la Russie avait tout ce qu'il fallait pour mener une guerre atomique, puis qu'elle était prête n'importe quand à en faire usage de ses armes. Mais donc, pour l'instant, il voit que c'est pas le moment. Dieu merci. Mais voilà, donc, puis en 2023, à la fin de l'année 2023, il y a eu beaucoup d'enjeux autour de ça. D'ailleurs, la Russie elle-même a quitté le traité qui interdit les essais nucléaires. La Corée du Nord a procédé à un nombre record d'essais de missiles en violation de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Après ça, Israël, toujours à la fin 2023, le ministre de l'Héritage israélien, Eli Yahu, a affirmé qu'il pouvait être envisagé d'utiliser une bombe nucléaire pour raser Gaza. Les États-Unis, en 2023, disaient que travailler sur une bombe, justement, qui pouvait tuer des centaines de milliers de personnes à Moscou.
Donc, on voit que c'est vraiment une réalité qui est encore présente. Et moi, c'est sûr que dans l'histoire du 20e siècle, c'est pas arrivé très souvent. On a eu, dans les années 40, Nagasaki, Hiroshima, mais je veux dire, pour nous qui sommes plus 21e siècle, ça peut avoir l'air assez loin, tout ça. Mais on dirait que le film, moi, personnellement, me remis cette réalité-là comme quelque chose qui pouvait être très prochaine, en fait. Puis ça peut être un peu épeurant de penser à ça, surtout que les armes nucléaires sont 20 fois plus puissantes, et si c'est pas plus que ce qu'on voit dans ce qui a été utilisé à Hiroshima et Nagasaki. Donc voilà, ce film-là nous ramène cette réalité-là. Ensuite, il y a toute la pertinence du questionnement éthique par rapport à s'impliquer ou à aider à développer des techniques, des technologies qui peuvent avoir qui peuvent être utilisées à mauvais escient. Et c'est d'ailleurs tout le dilemme. C'est pas un dilemme au début parce qu'il va allègrement, Oppenheimer, dans cette entreprise-là. Sauf qu'après, on voit qu'il regrette amèrement un peu, surtout qu'il voit comment est utilisée la bombe, finalement. Donc, spoiler alert! Ouais, mais je pense que je pense qu'on connaît l'histoire. On a découvert la bombe atomique, finalement. OK. Non, mais dans le fond, si je te comprends bien, James, c'est pas parce qu'on est scientifiquement capable de développer une nouvelle technologie qu'il faut nécessairement le faire, ou en tout cas que tout usage est bénéfique. Est-ce que tu l'appliquerais à d'autres technologies que la technologie nucléaire aujourd'hui? Non, mais de manière très concrète, aujourd'hui, le développement de l'intelligence artificielle, je trouve, pose tout à fait les mêmes questions. Bon, on peut dire les intelligences artificielles, c'est pas une bombe nucléaire, mais quoique, d'une autre manière, parce que... Puis c'est un peu paradoxal, parce qu'on voit les créateurs, un peu comme Oppenheimer, on voit les fondateurs, les créateurs de l'intelligence artificielle dire... les mettre de l'avant, les développer là, mur à mur, mais d'un autre côté, ils vont dire « Ah, mais faites attention, il faut mettre des balises, etc. » Ouais, mais pourquoi tu dis ça si tu vois un danger potentiel? Pourquoi tu continues à la développer à tout vent comme ça? Puis si nous, on le fait pas, de toute façon, il y a un autre État qui va le faire avant nous, aussi bien que ce soit notre État qui le fasse avant les autres. C'est ça, il y a toutes les questions politiques, financières derrière ça, c'est bien certain. Puis on voit qu'Oppenheimer lui-même a milité tout le reste de sa vie contre le développement futur de d'autres armes atomiques. C'est drôle parce que tu parles d'Oppenheimer, qui est un événement de la culture populaire super important de l'année dernière autour de l'arme nucléaire, puis là, tu fais l'analogie avec l'intelligence artificielle. Le phénomène culturel en ce moment, c'est Dune 2. Et puis Dune 2, ça se passe dans un univers après l'abolition. Sans intelligence artificielle. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on... Ouais, c'est ça. Donc, toi, ce que tu veux dire... Qu'est-ce que je veux dire? Pouvez-vous expliquer Dune, plus pour ceux qui ne sont pas spécialistes? Dune, parce que dans Dune, en fait, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il semble que ça a été banni des milliers... Il y a eu un djihad butlérien. C'est ça, merci. Qui a mis fin à toute utilisation. D'ailleurs, dans le film, on ne voit aucun robot. Là. On voit qu'il y a une technologie qui est très adaptée à la nature. Comme si les hommes avaient découvert que c'était mieux de renoncer à ces formes de technologie-là. Oui, tout à fait. Mais peut-être qu'effectivement, Dune va être à l'intelligence artificielle ce que Oppenheimer est à la bombe atomique, mais on verra. Il y a de bonnes chances de gagner plusieurs Oscars. C'est un autre dossier. Mais... Un autre thème, James, si tu me permets, c'est tout, je pense, la question de la censure dans ce film-là. Censure de la recherche scientifique, censure dans la liberté d'expression. C'est un thème encore d'actualité, ça. Ben, c'est peut-être plus secondaire dans le film, effectivement, mais il y a tout le climat social dans lequel Oppenheimer a œuvré, ce qu'on appelle le macartisme, cette fameuse période politique aux États-Unis. On a chassé les communistes comme on chassait les sorcières à une autre époque. Là. Et puis, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, d'une autre manière, on pourrait penser que ça revient, cette tendance-là à vouloir censurer, à vouloir vérifier ce que les gens lisent, ce que les gens pensent, à quel parti ils sont associés. Puis tout de suite, on se méfie de certaines personnes selon leur association politique ou leurs idées ou ils ont parlé à telle personne. Donc, on dirait qu'il y a un climat semblable. Puis on pourrait même dire que c'est autant à gauche, à droite, d'une certaine manière, là, parce que même à droite, souvent, on peut dire « Ah ouais, ça, c'est du wokisme, donc on s'intéresse pas à ça, ça vaut pas la peine d'en parler. » Et même durant la pandémie, on a vu comment le jeu du bouc émissaire ou l'exclusion de certaines personnes en fonction de leurs idées ou de leur allégeance. Dans le film Oppenheimer, il y a cette fameuse carte de surveillance, là, je ne me rappelle plus comment ils appellent ça, mais ça fait penser un peu au passeport sanitaire d'une certaine manière. Si tu as le droit d'être légitime socialement, si tu as le passeport ou si tu as la fameuse identité reconnue, là, comme Oppenheimer recherchait. Là. Benjamin, Jean-Christophe, vous avez vu ce film-là? Est-ce que vous l'aviez aimé? J'ai pas vu le film, moi. Ouais, moi je l'ai vu, je sais pas si tu te souviens, c'était avec toi, j'ai bien aimé ça. Je m'en souviens. Non, j'ai beaucoup aimé ça, je pense qu'il y a aussi beaucoup de points communs entre Oppenheimer et Dune. Là. Il y a une certaine... il y a toute la question de la confiance sociale, je trouve, qui est un espèce de thème de fond dans les deux films. Une société où il n'y a pas de confiance sociale,
où il y a une espèce de méfiance c'est ça, permanente. quand on vit dans la méfiance, ça amène cette méfiance, ce regard un peu sceptique par rapport à l'autre, c'est clair. Il faut quand même mentionner que les communistes ont volé les secrets de la bombe atomique dans les années 40. Là, donc. Ouais. Bon, ben t'es notre anticommuniste officiel. Voilà, merci beaucoup James Langlois pour cette analyse du film Oppenheimer. Tu es journaliste au magazine Le Verbe. Merci. Ça fait plaisir. C'est l'heure de notre suggestion culturelle de la semaine. James Langlois, la sexologue française Thérèse Argot, publie un nouveau livre contre la porno. Oui, exactement. Tout le monde en regarde ou presque comment la porno détruit l'amour. Hein. C'est son 3e volume. Ben, j'exclus celui où elle dialogue avec un évêque, là, mais où elle vient démonter un peu toutes sortes de nuisances dans nos conceptions de l'amour, nos conceptions des relations de couple aujourd'hui. Et la porno, selon elle, est un fléau. Je pense que c'est de plus en plus clair aujourd'hui, selon plusieurs santé publiques dans le monde, que la pornographie est rendue un fléau. Elle va vraiment expliquer dans les détails comment la pornographie vient, je dirais, brouiller nos conceptions de l'amour, nos relations avec les autres aussi. Comment se sortir de cet esclavage? C'est ce que j'ai demandé. Est-ce que c'est juste pessimiste ou il y a comme une lueur d'espoir? Là? Ah non. Elle va vraiment montrer comment on peut se libérer de la porno, des trucs très concrets, puis aussi, je dirais, les raisons profondes qui font qu'on reste, qu'on peut être esclave de la pornographie. Là. Donc, c'est un livre qui est publié chez Albin Michel, puis on peut lire sur le traitdunionverbe.com une entrevue d'une de nos journalistes avec elle qui compare la porno au McDo, finalement. Ah, OK. Intéressant comme parallèle. On mettra le livre et l'entrevue en lien sous les commentaires de cette émission. Vous pouvez d'ailleurs toujours réécouter, partager, commenter cette émission sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube principalement. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/verbomoteur. Cette semaine, on se laisse sur la piste What I Did du groupe sherbrookeois Valère. C'est tiré de leur récente micro-album So Far So Good, sorti le 7 mars dernier. Je remercie Marianne Martin et Marie Laliberté à la réalisation technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs. Some kids. Who would you answer if I call again? You know me way more than I know myself. Who would you answer if I call again? You know me way more than I know myself. Who would you answer if I call again? You know me way more than I know myself. Who would you answer if I call again? But you answer again.